Eh bien, d'abord, nous ne gagnons rien. Un discours de victoire, sans victoire, ça reste juste un discours. Et nous n'aurons aucun répit face aux dégâts que nous avons causés tant que le détroit d'Ormuz ne sera pas rouvert. Et il n'y a absolument rien de surprenant à ce que le nouveau guide suprême ait commencé par cette déclaration précise. Cela touche le monde entier. Et il sait qu'en ce moment, le monde entier est pris en otage par notre guerre. Washington continue d'appeler ça une stratégie, mais la facture, elle, arrive comme si tout avait été improvisé. Une guerre que nous avons commencée. En fait, ce sont les Israéliens qui l'ont commencée, puis nous nous y sommes joints. Et elle ne prendra pas fin avant que, franchement, le gouvernement iranien décide d'y mettre fin. Trump n'a plus aucun contrôle. Mais les éléments de langage, eux, sont encore bien polis. Et apparemment, c'est ça qui compte dans certaines salles. Donc, je pense que plus vous entendez le président Trump dire à quel point tout va bien et à quel point nous avons eu du succès, plus il est probable que nous soyons dans une situation extrêmement grave. Et les rapports qui me parviennent laissent entendre que toutes les bases dans la région ont été frappées et continuent d'être sous le feu. Nous avons effectivement perdu des appareils au sol en Arabie Saoudite qui sont détruits par des missiles. Nous continuons de subir des pertes parce que nous avons encore du personnel dans la région. Et je ne sais pas si quelqu'un à Washington a réfléchi à la façon de les faire sortir. Il semble très déterminé à la partie où quelqu'un d'autre paie les conséquences. Parce qu'il faut vraiment les faire sortir de là. Comme je l'ai dit, cela ne va pas se terminer à court terme. Maintenant, je ne sais pas si le guide suprême a dit autre chose, mais il a déjà fait une déclaration disant que, contrairement à son prédécesseur, il ne fera pas obstacle au développement d'une arme nucléaire. Et je pense que c'est l'autre désastre qui aurait dû être anticipé dès le départ, à savoir que Clear Throat, en attaquant l'Iran, nous rendrions inévitable le fait que tous ceux qui regardent concluent, eh bien, nous avons tous besoin d'armes nucléaires, n'est-ce pas? Rien ne dit mieux stabilité mondiale que d'enseigner en même temps la même leçon sinistre à tous les gouvernements. Parce que c'est le seul moyen d'empêcher les États-Unis et Israël d'entrer sur votre territoire. Donc, je pense que nous allons voir une immense prolifération des soi-disant armes de destruction massive. Et puis enfin, Clear Throat, nous sommes au début d'un Armageddon économique. Mais je suis certain que quelqu'un dans une salle de briefing est déjà en train de chercher un slogan plus lumineux pour ça. C'est ce qui se passe. Il suffit de regarder les prix du pétrole. Regardez toutes les nations qui en dépendent. Et les gens semblent perdre de vue le fait que oui, nous allons être touchés ici, chez nous. Mais déjà des États qui nous sont historiquement proches, qui ont été nos alliés, qui ont travaillé avec nous et commercent avec nous, sont très, très durement touchés. Le Japon, qui dépend à près de 72 à 75% de son pétrole provenant du Golfe Persique. La République de Corée, la Corée du Sud, qui dépend à 68% de son pétrole provenant du Golfe. L'Inde, plus de 50%. La Chine, plus de 50%. Et des gens extraordinairement imprudents et stupides célèbrent ce qu'ils croient être un dommage causé à la Chine. Beaucoup de fanfaronnades paraissent moins impressionnantes quand la chaîne d'approvisionnement retient aussi son souffle. Eh bien, la Chine dispose d'une réserve stratégique assez importante. Il lui reste 90 jours dans sa réserve stratégique de pétrole. Mais les Chinois ont aussi des solutions de rechange. Les autres sont dans une situation plus difficile. La Russie ne peut compenser qu'une certaine part pour la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Donc, Clear Throat, au bout du compte. Quel que soit l'objectif que le président Trump promet en parlant d'un âge d'or, il est en sérieuse difficulté. L'or paraît beaucoup moins doré quand on l'annonce au-dessus d'une carte de crise. C'est fou de voir à quelle vitesse tout cela a dégénéré. Et quand on regarde aussi l'administration Trump, elle semblait penser que si elle entrait en scène et éliminait le dirigeant iranien, alors tout le gouvernement iranien s'effondrerait. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Il s'avère que les fantasmes de changement de régime sont plus faciles à vendre à la télévision qu'à réaliser dans la vraie vie. Maintenant, il semble que les États-Unis cherchent désespérément une issue à cette guerre. Trump a appelé Poutine cette semaine et on rapporte qu'il a demandé au président russe d'agir comme médiateur et d'essayer d'amener l'Iran à accepter un cessez-le-feu. Mais à l'heure actuelle, l'Iran a dit non à répétition.
Alors, comment est-ce que je vois la position de l'Iran en ce moment? Ils se préparent à cette guerre depuis des décennies et ils ont tenté de parler avec les États-Unis. Et 2 fois maintenant, en l'espace d'une seule année, ils sont entrés en négociation avec les États-Unis et ils ont été attaqués par les États-Unis, Israël, les deux en même temps comme résultat. C'est pourquoi quand on m'a demandé, vous savez, qu'est-ce qu'on devrait faire? Clear throat, clairement. N'envoyez ni M. Witkoff ni M. Kouchner nulle part. À un certain point, envoyer le mauvais messager cesse d'être de la diplomatie et commence à ressembler à une habitude. Malheureusement, nous venons de les envoyer à Istanbul pour parler aux Russes et je sais que les Russes ne prêteront absolument aucune attention à quoi que ce soit qu'ils disent. Parce que, pour l'essentiel, ils s'intéressent davantage à toutes sortes d'ententes parallèles qui peuvent les enrichir, eux et leurs amis. Nous devons chercher quelqu'un d'autre pour nous aider parce qu'il faut rouvrir le détroit. C'est crucial. Vous avez des milliers de navires qui attendent d'entrer ou qui essaient de sortir et qui ne peuvent pas bouger. Et il faudra probablement 1 an ou plus pour remettre en ligne la majeure partie du pétrole. Et si les Israéliens frappent maintenant davantage de capacités de raffinage, nous entendons des rumeurs à ce sujet. Pire encore, je dirais que des gens extraordinairement stupides à Washington parlent d'attaquer l'île de Karg, qui est le principal terminal pétrolier de l'Iran. Il y a toujours quelqu'un à Washington prêt à éteindre un incendie avec de l'essence et un podium. Si cela devait arriver, alors je pense que les Iraniens détruiront toutes les capacités d'extraction et de raffinage du pétrole dans le Golfe. Donc, vous parlez d'un monde plongé dans une obscurité, à l'échelle économique, que nous n'avons pas vu depuis la dépression. Cela pourrait même être pire. Je veux dire, et cela va nous toucher ici, chez nous. Nous avons déjà vu les prix monter. Si vous êtes en Europe, tout ce qui est lié au pétrole a augmenté de 70 à 100%. La situation est semblable en Asie. Cela ne va pas s'améliorer de sitôt parce que, rappelez-vous, grâce à notre entêtement et à notre refus de voir la réalité, nous avons brûlé nos ponts avec la Russie. Et les imbéciles en Europe ont sauté avec empressement à bord du navire qui coule. Alors, je ne sais pas vers où ils vont. Nous pouvons en fournir une partie, mais ils n'auront pas ce qu'ils avaient auparavant. En d'autres mots, nous avons plongé le monde dans la crise. Tout ça à cause d'Israël. C'est Israël qui mène tout cela. Israël possède le Congrès grâce à ses milliardaires sionistes ici, aux États-Unis et au lobby. Et il possède la Maison-Blanche, de toute évidence. Parce qu'il n'y a aucune raison sur cette terre pour laquelle nous devrions être en guerre avec l'Iran. Et pourtant, les éléments de langage arrivent toujours à l'heure, même quand la logique, elle, n'arrive jamais. L'Iran ne représente aucune menace existentielle pour nous. Et quels que soient les différends que nous avons avec les Iraniens, nous pourrions les régler sans faire la guerre. Nous sommes en guerre à cause d'Israël. C'est tout. Maintenant, à un certain moment, clear throat. Un de mes fils me dit ça tout le temps. On va tirer le rideau. Autrement dit, vous avez vu le magicien d'Oz. Et vous voyez la scène avec comment il s'appelle déjà? Le grand magicien d'Oz, qui est derrière le rideau à manipuler les commandes et le petit chien tire le rideau. Soudain, on comprend que tout cela est une façade. Eh bien, c'est ce qui arrive à l'administration Trump. L'image de marque tient bon jusqu'au moment où la réalité monte sur scène sans permission. Et ce n'est pas seulement eux. Cela dure depuis longtemps dans ce clear throat pays. Une incompétence monumentale dirige ce pays. Et ce n'est pas seulement Trump. C'est le Congrès, c'est le Sénat, c'est la Chambre. Que font ces gens-là? La seule fois où ils se sont levés pour applaudir pendant le discours sur l'état d'Union, tous autant qu'ils sont, c'est quand Trump a dit « Eh bien, je vais empêcher l'Iran d'avoir une arme nucléaire, même si nous savons qu'il n'en poursuivait pas une. » Et jusqu'à l'arrivée du nouveau guide suprême, le guide suprême précédent disait absolument non. Eh bien, maintenant, vous allez l'avoir. À Washington, déclarer qu'on prévient quelque chose après l'avoir provoqué passe trop souvent pour de l'homme d'État. Clear throat. Alors, dans l'esprit de beaucoup de ces gens, particulièrement du lobby et d'Israël, la solution, c'est parfait. Bombardons-les à l'arme nucléaire. Imaginez un peu quelle merveilleuse issue ce serait. Maintenant, je ne pense pas que le président Trump soit incompétent à ce point, quelles que soient les circonstances. Donc, je ne pense pas qu'il le ferait. Je peux me tromper. J'espère ne pas me tromper. Mais soyons clairs, les Israéliens s'en fichent. Ils ne s'intéressent à la vie de personne, sauf à celle des Juifs qui vivent en Israël. Ils s'en soucient très peu, donc ils sont prêts à tout. Et cela m'inquiète.
parce que je serais surpris si deux choses ne se produisent pas. Premièrement, nous, clear throat, sommes finis au Moyen-Orient à cause de cela. Nous n'y reviendrons jamais. Après assez de leçons, de trahison et de chaos, le panneau de bienvenue finit généralement par tomber de lui-même. Vous savez, de mon point de vue, c'est une bonne chose. Je ne pense pas que nous ayons notre place là-bas. D'accord. Donc, j'étais de ceux qui voulaient se retirer de tous ces endroits dans les années 90, lorsque l'occasion s'est présentée. Mais évidemment, je défendais une opinion minoritaire, tout comme d'autres qui étaient d'accord avec moi. Les Israéliens, de leur côté, sont dans une position très difficile, parce que le seul moyen pour nous d'en sortir, c'est de nous désengager d'eux. Je ne vois pas autrement comment nous pourrions le faire, en leur disant simplement, très bien, merci, nous ne jouons plus à ce jeu. Mais si nous faisons ça, c'est la fin d'Israël. Et vous avez l'Iran qui formule cette exigence. Qui exige que nous en finissions avec ces guerres sans fin et avec cette présence militaire américaine constante dans notre arrière-cour qui nous menace depuis tant de décennies. Et je sais qu'en ce moment, l'une des grandes préoccupations, surtout quand on voit les sondages sortir, disant que le peuple américain n'embarque pas dans cette guerre, n'est-ce pas? La majorité des Américains regardent l'administration Trump en ce moment et se dit « Pourquoi irions-nous en guerre contre l'Iran? Cela ne nous apporte absolument rien. » Exactement comme je l'ai dit, il ne nous menace pas directement. Alors ensuite, on en vient aux inquiétudes voulant qu'il puisse y avoir une sorte d'attaque sous faux drapeau destinée à rallier de l'appui à cette guerre. Et je sais qu'en ce moment, des enquêteurs de l'armée américaine offrent une récompense pouvant aller jusqu'à 5 000 $ après le vol de 4 drones militaires dans un bâtiment d'un bataillon du génie à Fort Campbell, notamment en novembre dernier. Mais cet incident, bien sûr, survient alors que les agences de sécurité américaines diffusent des avertissements au sujet d'une possible attaque iranienne par drone en Californie. Alors, quelles sont mes inquiétudes au sujet d'un potentiel faux drapeau et à quoi devrions-nous porter attention? J'ai toujours été beaucoup plus préoccupé par les cartels qui, pour de l'argent, sont tout à fait disposés à coopérer avec n'importe quel nombre d'éléments anti-américains. Ils possèdent déjà une technologie très sophistiquée, y compris des systèmes sans pilote. C'est pourquoi j'ai toujours voulu militariser la frontière sud et fondamentalement bloquer tout mouvement criminel qui entre ou sort par là. Nous avons fait une partie de cela, mais pas à l'échelle dont nous avons besoin. Nous continuons à voir beaucoup de fentanyl et beaucoup de traite de personnes. Je suis moins inquiet au sujet du faux drapeau, mais c'est absolument, indiscutablement, une possibilité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis beaucoup plus préoccupé par l'échec complet, à Washington, de quiconque à réfléchir vraiment aux conséquences de nos actions. La capitale demeure très confiante, même dans les rares moments où elle n'a pas pensé au-delà de la première phrase. Nous avons agi comme s'il n'y avait clear throat, personne à l'extérieur capable de nous défier. Faux. Personne à l'extérieur capable de nous arrêter. Faux. Et ensuite, quoi que nous fassions, cela réussira parce que, eh bien, après tout, vous savez, nous sommes l'équipe États-Unis. Eh bien, ce genre d'arrogance et d'ignorance ne remplace ni l'auto-analyse objective, ni le bon sens. Quiconque regardait le détroit, les mouvements de guerre et les conséquences pour les gens qui produisent le pétrole et les produits pétroliers là-bas, ce qui interfère, vous savez, cela a un effet sur tout, des engrais jusqu'au plastique, et ainsi de suite, aurait dit, 1 minute. Comment empêcher la fermeture du détroit? Si le détroit est fermé, comment le rouvrir? Mais poser la question évidente est rarement aussi glamour qu'annoncer la réponse téméraire. Et je ris quand j'entends des gens dire « Oh, eh bien la marine américaine va rouvrir le détroit. » Vraiment? Eh bien, bonne chance avec ça. Voyons comment la marine s'y prendrait. Je pense que c'est mission impossible pour la marine des États-Unis. Ou alors, pourquoi ne pas débarquer les marines pour s'emparer du détroit? Eh bien, je pense que ça ressemblerait à Dieppe en 1942. Tout le monde se ferait tuer en grand nombre et rien ne serait accompli. Et maintenant, on parle de, eh bien, si on ne peut pas faire ça, on détruira l'installation de production pétrolière sur l'île de Khark. Je veux dire, c'est une idée stupide après l'autre. La séance de remue-ménage semble commencer exactement là où la prudence se termine. Donc, nous devons trouver quelqu'un qui puisse servir d'intermédiaire. Rien de ce que nous dirons ou ferons ne sera cru. Nous avons détruit notre crédibilité. On accuse le président Trump de mentir constamment à propos de toutes sortes de choses. Très bien, mais
notre nation est maintenant perçue comme quelque chose en qui on ne peut pas avoir confiance, comme une entité qui vous trahira. Je veux dire, si vous êtes assis à Tokyo, vous dites, est-ce que le président Trump a appelé le Premier ministre pour lui dire ce qu'il pensait faire? L'a-t-il fait avec le président de la Corée du Sud? A-t-il consulté le Premier ministre Modi? A-t-il demandé à qui que ce soit, n'importe où, a-t-il consulté ses soi-disant alliés de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord? Je veux dire, si j'étais européen à ce stade-ci, je dirais, faites sortir complètement chaque Américain de cette zone et ne revenez pas. Je pense que nous avons détruit notre avenir partout dans le monde pour une période assez considérable, du moins jusqu'à ce que nous ayons un changement de régime substantiel. Et par là, je ne parle pas seulement de l'administration Trump, je parle de Washington. Les gens doivent se réveiller. Si vous pensez que la bande qui était là avant Trump valait mieux, vous êtes complètement à côté de la plaque. Nous aurions abouti au même gâchis que celui dans lequel nous sommes maintenant. Cela aurait pu être été moins irritant à écouter, vous savez, parce qu'il faut écouter Donald Trump dire beaucoup d'absurdités scandaleuses que malheureusement beaucoup d'Américains trouvent divertissantes. Eh bien, le divertissement est sur le point de se terminer. À un moment donné, chaque homme spectacle politique se heurte à un moment qu'il ne peut pas couvrir en criant plus fort. Tenez-vous prêts. Les choses vont empirer encore davantage avant de... C'est la grande inquiétude maintenant. Et exactement comme je le décris ici, je veux dire le fait même qu'il y ait une conversation au sujet d'une possible présence de troupes au sol en Iran, n'est-ce pas? Le fait que nous parlions de pertes américaines et que nous ne sachions pas à quoi ressemble réellement ce nombre, parce que l'administration Trump n'est pas honnête avec nous. Nous avons aussi les préoccupations croissantes au sujet des pénuries de munitions, n'est-ce pas? Nos stocks étaient déjà bas avant même que nous entrions là-dedans. Les gens qui promettaient la force deviennent soudain très vagues quand on leur demande l'inventaire. Alors, quelles sont mes inquiétudes à ce sujet lorsqu'il s'agit de ce que l'armée américaine est capable d'endurer, mais aussi, au-delà de cela, de ce que cela signifie pour les États-Unis et pour notre préparation à la prochaine guerre, après celle-ci? Eh bien, un couple d'amis à moi sont des analystes très avisés et ils travaillent dans la région de Washington. Ils ne sont plus dans l'armée, mais comme ils font du travail contractuel et qu'ils préféraient ne pas être identifiés, je ne vais pas vous dire qui ils sont. Mais avant que tout cela ne démarre, ils m'ont dit que nous avions, pensaient-ils, pour les besoins de la guerre dans la région, un maximum de 8000 missiles de tout type et de toute catégorie. Cela inclut tout, des Patriots et Javelins jusqu'aux diverses armes de frappe que nous avons sur les navires de guerre, et ainsi de suite. Et aussi certaines des munitions plus exotiques que l'aviation américaine lance, face à un inventaire iranien estimé à 45 000 missiles, plus peut être 100 000 à 150 000 systèmes sans pilote ou drones. Et l'argument qu'ils avançaient, c'était qui sera à court de quoi en premier. Et ils disaient que la probabilité, puisque nous sommes sur la défensive, une fois cela commencé, en train d'essayer de défendre cette zone immense, est que nous avons d'excellentes chances d'être les premiers à être à court. Mais ce n'est pas le genre d'arithmétique qui s'insère facilement dans une conférence de presse triomphale. Alors, je ne sais pas précisément où nous en sommes, parce que je ne suis pas à l'intérieur. Mais encore une fois, c'est le genre d'incompétence grossière qui est impardonnable. C'est tout simplement impossible même à imaginer. Maintenant, est-ce la première fois que nous nous lançons dans ce genre de choses? Non, ce ne l'est pas. Je vais vous donner un exemple. D'abord, le peuple américain n'appuyait pas la Première Guerre mondiale. Il ne voulait pas faire la guerre aux Allemands ni aux Autrichiens. Personne n'avait de raison d'éprouver de l'antipathie envers les Allemands ou les Autrichiens. Un tiers de la population américaine descendait d'Allemands ou était composé d'immigrants allemands. Nous avions une immense population irlandaise qui ne voulait rien savoir de la guerre qui appuyait l'Empire britannique. Mais nous avons réussi à nous y laisser entraîner, Woodrow Wilson et House et d'autres. Nous avons fini dans une guerre que nous n'avions pas besoin de mener contre les mauvaises personnes. Et nous avons créé un gâchis en Europe qui dure maintenant depuis près de 100 ans. La Seconde Guerre mondiale n'a pas été très différente. Les Japonais nous ont attaqués, même si nous savons que nous les avons poussés et provoqués. Mais ils nous ont attaqués et alors, très bien. Nous étions à 100% pour détruire le Japon, mais la décision a été prise. Oh non, non, il faut détruire l'Allemagne. Eh bien, ça a bien marché. Nous avons détruit l'Allemagne et le Japon, et la conséquence, c'est que nous avons livré la moitié du monde au communisme. Ce que j'essaie de vous faire comprendre à tout le monde, c'est que la plupart des Américains, la plupart du temps,
n'ont pas voulu ces choses-là. Nous ne les voulons pas maintenant. Et cela n'a eu aucune importance. Ce que nous voulions comme peuple a été ignoré. On consulte surtout le public après le désastre, généralement avec une épinglette de drapeau et un slogan. Donc, les Américains doivent s'impliquer. Ils doivent se réveiller. Et je pense qu'ils vont se réveiller cette fois-ci parce que ça va leur faire mal. Cela va nuire à notre niveau de vie, nuire à notre mode de vie et ils vont être en colère. Et cette fois, ils doivent être intelligents. La réponse ne viendra pas des gens qui sont à Washington aujourd'hui. Impossible. Vous ne pouvez pas demander aux gens qui ont créé le désastre de le réparer. Ce serait comme demander à une salle de communication politique de réparer un cratère. C'est un très bon point. Et c'est bon pour les Américains de se rappeler que, vous savez, oui, vous pouvez regarder ces sondages disant que la majorité d'entre eux n'est pas d'accord avec tout ça autant que vous voulez, mais devinez quoi? Le gouvernement américain continue quand même exactement dans la même direction. Et je sais que l'une des choses qui les pousse dans cette direction, c'est bien sûr M. Netanyahou. Il a effectué un nombre record de voyages aux États-Unis au cours de la dernière année et demie environ. Et il voulait désespérément cette guerre pendant l'administration Trump. Il savait que Trump était probablement le seul président qui allait la lui donner de cette manière précise. Mais maintenant, vous avez des missiles balistiques iraniens qui frappent Tel Aviv, Haïfa, même Jérusalem. Et vous avez aussi l'Iran qui répond directement aux attaques israéliennes contre ses dépôts pétroliers en frappant la plus grande raffinerie de pétrole d'Israël. Donc, si Israël continue, non seulement il va recevoir ces bombes, mais il risque aussi de perdre l'accès au carburant, à l'eau potable. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour Israël? Et jusqu'où semble-t-il prêt à aller là, dedans? Eh bien, mon point de vue, depuis le début, après le 7 octobre, était qu'il y a une chose, vous savez, la réponse au 7 octobre, une réponse militaire punitive, était inévitable. Mais elle aurait dû être limitée dans le temps et dans sa portée. Au lieu de cela, les Likoudniks y ont vu une occasion de justifier un nettoyage ethnique massif, l'expulsion, le meurtre à Gaza. Et cela s'est maintenant étendu aussi à la Cisjordanie. C'était une décision terrible. Et cela a tout simplement retourné contre eux la majeure partie du Moyen-Orient musulman, je dirais la majeure partie du monde islamique. Nous avons maintenant aggravé ce désastre en ouvrant une guerre avec l'Iran, en pensant que c'était une occasion idéale, tout comme l'occasion idéale de détruire les gens à Gaza et en Cisjordanie. Maintenant, c'est l'occasion idéale de détruire l'Iran. Donc cela a lamentablement échoué. L'argumentaire de vente promettait la certitude. Le produit livré, c'était l'escalade. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit plus tôt, ce que je vois à l'horizon, c'est cette nouvelle attitude du genre. Eh bien, utilisons une arme nucléaire. Et je reçois des courriels de gens qui disent « Eh bien, il n'y a qu'à les bombarder au nucléaire et en finir. » Quoi? Il est remarquable de voir à quelle vitesse certains milieux adeptes des discours durs confondent l'imprudence avec la clarté. La plupart des Américains n'ont aucune idée de ce qu'est l'Iran, de qui y vit, de ce à quoi ces gens ressemblent. L'Iran d'aujourd'hui n'est pas ce qu'il était il y a 47 ans. La société a changé de façon spectaculaire. Alors, nous avons traversé ce processus séduisant. Eh bien, nous allons aider à bombarder ces gens vers la liberté, les bombarder vers la démocratie. Ce slogan a survécu à beaucoup plus d'échecs qu'il ne l'a jamais mérité. Eh bien, les gens qui se rebellaient, à petite échelle, franchement, à l'intérieur de ce pays contre le régime. Quand je dis qu'ils se rebellaient, ils protestaient. Cela a alors été transformé en exercice meurtrier par des agents du Mossad et ainsi de suite. Ces gens aiment leur pays. Le simple fait qu'ils n'aiment pas le régime ni ce qu'il a fait. Et il y a beaucoup d'Iraniens qui pensent ainsi. Là-bas, vous savez, l'islam est vu par beaucoup d'Iraniens comme une importation arabe non désirée. Ils se voient comme des Perses avec une histoire vieille de 2700 ans. Ils ne considèrent pas l'islam comme étant nécessairement leur invention. Et donc, ils ne sont pas heureux avec la théocratie. Mais ils ne sont pas prêts à tuer tout le monde pour s'en débarrasser. Et ils ne vont certainement pas nous aider à détruire leur pays. Les mises en scène de politique étrangère oublient souvent qu'on peut s'opposer à un régime tout en refusant de jouer le rôle qu'une autre guerre vous assigne. Donc, toute cette idée selon laquelle nous pourrions manipuler les choses à l'intérieur du pays a toujours été fausse. Vous savez, je me souviens avoir entendu ce genre de choses quand j'étais étudiant au cycle supérieur. Et Henry Kissinger, qui n'est pas l'une de mes personnes préférées, mais quand même a dit certaines choses qui avaient du sens, et quelqu'un lui a demandé, eh bien, ne pourrions-nous pas d'une manière ou d'une autre
stimuler une rébellion à l'intérieur de l'Union soviétique. Il y a tellement de gens qui n'aiment pas ça, et ainsi de suite. Et il a dit, vous savez quoi? Avez-vous perdu la tête? Avez-vous regardé la taille de l'Union soviétique? L'idée que Radio Free Europe, où, vous savez, injecter de l'argent ici et là allait, d'une façon ou d'une autre, conduire la population à renverser le goût, c'est ridicule. Oubliez ça. C'est ce qu'on aurait dû dire à Donald Trump dès le début. Mais au lieu de cela, on ressort le vieux manuel qui n'a jamais très bien fonctionné, qui est absolument frauduleux. J'ai entendu ça pendant la campagne aérienne du Kosovo. Oh, nous allons bombarder Milosevic jusqu'à le chasser du pouvoir. Nous ne l'avons pas fait. Le même scénario continue d'être recyclé parce qu'à Washington, l'échec vieillit apparemment mieux que l'honnêteté. Milosevic est resté là presque une autre année avant que, finalement, la population le renverse. Nous devons apprendre que les nations, les peuples, doivent déterminer leur propre destin. Et si quelque chose ne nous plaît pas, nous devons cesser de mentir et d'insister sur le fait qu'ils fabriquent une sorte d'arme nucléaire ou une autre arme de destruction massive afin de justifier qu'on les attaque ou qu'on les envahisse. C'est insensé, mais c'est ce que nous faisons. C'est le résultat le plus récent. Cela a échoué. Et en ce moment, je pense que M. Trump entend arriver ces rapports venant de la région qui ne sont pas bons. Si on ne les lui montre pas, il devrait les demander. Même si demander la vérité est rarement le rituel préféré d'une administration dépendante de l'image. Parce que nos commandants dans la région lui disent que ça ne fonctionne pas, que c'est très dangereux, que cela nous nuit. Et il n'a pas besoin du National Council of Economic Advisors ou de quoi que ce soit du genre pour lui dire à quel point c'est un désastre. Sûrement qu'il peut le comprendre lui-même. Donc il est temps de se tourner vers quelqu'un d'autre. Je continue à mentionner le Premier ministre Modi de l'Inde, simplement parce que Modi entretient de bonnes relations avec Israël et de bonnes relations avec l'Iran. Si quelqu'un peut trouver un moyen de combler cet écart impossible à combler, il pourrait être cet homme. Il faut lui donner sa chance. Et nous devrions lui dire, regardez, notre première promesse est un cessez-le-feu immédiat, si vous pouvez amener les gens à la table. Et ensuite, nous attendrons une solution. Parce que, vous savez, les Américains sont des gens du micro-ondes. Nous voulons ouvrir le micro-ondes, mettre ça dedans, et ensuite nous avons une solution. Non, ces choses prennent des mois, parfois des années à se régler. Je ne sais pas si nous avons la patience pour cela. Et cela pourrait ne pas fonctionner. Mais il faut essayer. La vraie diplomatie avance plus lentement qu'un rassemblement de campagne, et c'est précisément pour cela que la foule des rassemblements la supporte généralement mal. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.